Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un royaume particulier. Déjà par son nom, l'Ibérie fait aujourd'hui référence à la péninsule ibérique, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Laissez-moi vous parler de ce royaume mythique qu'est le royaume ibérique caucasien. Pour commencer, situons notre histoire. L'histoire se passe au sud-ouest du Caucase, dans l'actuelle Géorgie. Elle se fait discrète, perdue dans d'innombrables vallées. Elle commence par un homme, Karthlos, une figure mythologique fondatrice de notre histoire. Karthos est descendant de Japheth, l'un des fils de Noé qui a fui la tour de Babel, et qui est le père de nombreuses civilisations. Il est le second fils de Targamos, le roi du Caucase. Targamos partagea son royaume entre ses fils, Karthos héritera de l'Ibérie. Karthos et ses frères combattront Babylone et libéreront ainsi leur peuple d'une quelconque vassalisation. Devant une telle figure d'autorité, les diverses vallées qui jouissaient alors d'une grande autonomie se rassemblent pour créer un royaume uni. Afin de célébrer leur héros, ils surnommèrent leur royaume Karli. Malgré leur union, les vallées ne purent stopper les Perses. L'Empire conquit l'Ibérie entre 522 et 486 avant Jésus-Christ. Cependant, leur autonomie, leur isolation et leur union leur permettra de garder une forte autonomie et seront ainsi épargnés des guerres. Les historiens actuels pensent que lors de la chute de l'Empire perse, l'Empire grec d'Alexandre le Grand, qui a alors de nombreux problèmes de logistique compréhensibles, ne parviendra pas à s'emparer du royaume ibère. Le royaume devient alors indépendant. Cependant, le roi d'Alexandre étant prestigieux, certains rois géorgiens médiévaux ont décrit Alexandre comme fondateur de leur royaume. Alexandre aurait conquis le pays et l'aurait confié à un certain Azon. Azon aurait été un tyran sanguinaire. Le peuple se serait alors soulevé et pris en main sa destinée sous le règne de Pharnabase Ier. Dans les deux cas, cela marque une période d'indépendance du royaume sous le règne de Pharnabase Ier. Pharnabase serait un descendant de Perse, son nom voulant dire celui qui promeut la droiture. Mais il serait surtout descendant de Karthos. Cependant, à cette période d'histoire, il est courant d'associer sa famille à un noble ancêtre. On l'a aussi vu chez les Romains notamment. C'est pourquoi il est permis de fortement douter de ce récit. En revanche, cela montre bien l'importance de l'image de Karthos. Selon la tradition, Pharnabase aurait été un roi bienfaiteur, qui aurait apporté la joie, l'unité et surtout la justice à son peuple. Il est considéré comme le premier roi d'Ibérie, puisque c'est le premier roi qui ne soit pas un mythe. Ce roi décédera en 234 avant Jésus-Christ. Il laisse ainsi le royaume à son fils Soromos Ier en latin ou Sormag Ier en george, roi qui ne laissera pas un grand souvenir derrière lui. Sans fils, il désigne son beau-fils Mirvan Ier pour lui succéder. Mirvan veut dire le bon, l'amical. Ce noble perse est étonnamment bien perçu des Ibériques. Cependant, la situation géopolitique est tendue. Au sud, la redoutable Arménie semble vouloir des provinces ibériques, tandis que les Séleucides, de culture grecque, et les Parthes, de culture iranienne, gagnent en importance et menacent la région. C'est au nord, à cause de tribus montagnardes, que la guerre fut déclarée. Mais Mirvan se montre redoutable et mettra en déroute les agresseurs. Afin de se protéger d'eux, il construisit une série de citadelles, qui resteront en activité jusqu'au XIXe siècle. Mais la guerre a un coût. En combattant les envahisseurs au nord, Mirvan Ier ne pouvait plus défendre le sud de son royaume. Alors, au lieu de mener deux guerres et de les perdre, il préféra jurer fidélité aux Parthes avec qui il partageait une même culture. Comme sa vassalisation fut diplomatique, il en décida les contours, et permit à son peuple une grande autonomie. Il permit aussi à sa dynastie de continuer à régner sur l'Ibérie. Il donnera son trône à son fils, Parnadjom, qui n'aura pas marqué l'histoire. À sa mort, le fils du roi d'Arménie prendra le trône, et le fils de Parnadjom sera envoyé à la cour du roi Parthe. Il a alors 1 an. Son fils prendra le nom de Mirvan II. Héritier légitime, il revendiquera l'Ibérie. Mais le fils du roi arménien Artaxias Ier, soutenu par les nobles, ne laissera pas sa place. Une guerre s'ouvrira alors. D'un côté, Artaxias, soutenu par les nobles et l'Arménie, face à Mirvan II, soutenu par le puissant royaume parthe. Malgré que Artaxias ait bâti de puissantes citadelles, le royaume parthe était bien trop puissant. Mirvan II sort victorieux de cette guerre. Il meurt 10 ans après, en l'an 20 avant Jésus-Christ. Il laisse son fils Artaxias II gouverner. Mais un nouvel empire impose sa loi dans la région, l'Empire romain qui est allié au royaume arménien. L'Arménie et l'Empire romain soutiennent un homme, Pharsman Ier, descendant d'Artaxias Ier, qui revendique le trône d'Ibérie. D'immenses armées s'opposent alors. D'un côté, l'Arménie, vassale de l'Empire romain, et des légions romaines, face à l'Ibérie et les armées parthes. L'affrontement rassemble des milliers d'hommes. Cependant, au lieu de faire affronter tous les hommes et d'avoir des milliers de morts, Pharsman Ier et Artaxias II s'affrontent en duel. Après un combat acharné, Pharsman est victorieux. Il s'empare du trône et devient ainsi vassal de l'Arménie et donc vassal romain. Il règne de l'an 1 à l'an 58. Dans la région, un homme fait parler de lui, Jésus-Christ. Le premier de ses apôtres, Saint André, a d'ailleurs tenté d'évangéliser l'Ibérie
ce fut a priori un échec. Quand Farsman meurt, son fils prend sa place, et c'est sous son règne que la stèle de Vespasien fut créée. Cette stèle qui permettra aux historiens du 19e siècle de mieux comprendre l'histoire, notamment romaine. Puis le fils de son fils, Amazan Ier, puis le fils du fils, Pharmazan II, un royaume très prospère. Et en profite pour taquiner les Romains avec qui il dégradera les relations, refusant plusieurs rencontres avec l'empereur. Puis son fils, Radamis Ier, puis son fils, Pharamazan III, qui lui entreprit un voyage à Rome pour améliorer les relations avec cette dernière. Il fit avec sa cour une démonstration de technique guerrière ibère, ce qui lui vaut une statue à son effigie à Rome. Son règne est calme et prospère. Il donne tranquillement son trône à son fils Amazap II. Amazap n'eut pas la même chance. Il dut se battre avec les Alains et fut menacé de nombreuses fois par les Parthes. Combattit avec détermination les Alains, stoppant net leur progression. Il tua leur roi et prit l'Alanie au nord du Caucase. Avec cette victoire, il eut le désir de s'affranchir de l'Empire romain. Il brisa sa vassalité pour se tourner du côté des Parthes, ce qui déplut évidemment aux Arméniens qui étaient leurs suzerains, et évidemment aux Romains. De plus, les Alains voulaient leur revanche. Amazap II combattit une nouvelle fois avec bravoure, mais ses efforts ne suffirent pas. Il est tué au combat. C'est son neveu, Rêve Ier, qui prend la couronne, qui calme tout le monde et épouse la fille d'un ministre romain grec. Il devint ainsi pro-romain. À son couronnement, il est très probable qu'il dut rendre l'ananie. Rêve Ier interdit les sacrifices humains, et ainsi gagner le surnom le Juste. Il meurt en l'an 216, laissant le trône à son fils Vatché Ier. Vatché Ier, on ne sait quasiment rien de lui. Il aurait peut-être participé à une guerre entre les Roms et les Parthes. En tout cas, il laisse son trône à son fils Bakour Ier, qu'il le laisse à son tour à son fils Mithra II, qui doit combattre un anti-roi, Amazap III. Cependant, Amazap III n'arrivera pas à prendre le pouvoir, et c'est le fils de Mihram II, Aspagour Ier, qui prend le pouvoir. Ce roi passe son règne à guerroyer face aux Perses. Malheureusement, il meurt sans héritier, et les Perses en profitent pour mettre à la tête de l'Ibérie Mirian III, fils du roi de Perse, après que ce dernier épousait la fille d'Aspagour Ier. Mais rapidement, Mirian III se rapproche des Romains. En échange d'avantages pécuniaires, il en profite pour se convertir au christianisme en l'an 337. La religion d'État devient le christianisme, et il fonde des églises. Sa conversion est calculée, cela lui permet de se libérer du clergé local, et d'avoir le soutien de la communauté chrétienne. Il donne le trône à son fils Rêve II, qui le donne à son tour à son fils Soromas II, qui le donne à son fils Varamas Ier, qui le donne à son fils Varas Bakou Ier, qui le donne à son fils Mithra III. Mais là, problème. Les Perses comme les Romains prennent en otage les enfants des nobles pour les éduquer à leur manière. Mithra III a de la famille chez les Perses et chez les Romains. La couronne est partagée entre Mithra et son cousin. Mithra donne le trône à Varas Bakou II. Ce dernier, envieux d'être le seul maître à bord, s'allie aux Perses pour avoir le contrôle. Il réussit son coup et devient vassal des Perses. Il est l'une des causes du recul des Romains. Les Romains abandonnent aux Perses une bonne partie de l'Arménie et de l'Ibérie. Il passa le trône à un membre de sa famille, Tyriate, pro-romain, qui ne put faire grand-chose. Son successeur, Pharasmane IV, profitera de cette situation pour demander de l'aide aux Romains et pour se révolter contre les Perses. Il meurt pendant cette guerre, passant son trône à son demi-frère Mirat IV, qui, dit-on, serait fou et qui ne chercherait que le conflit. Mirat est capturé par les Perses et meurt exécuté. Son successeur, Archil Ier, qui est plus raisonnable, rentre dans le rang et devient vassal des Perses. Il profite de cette paix relative pour construire des églises. Archil passe tranquillement le trône à son fils, qui le refile à son fils, Varktang Ier, qui n'est ni plus ni moins qu'un saint dans l'église orthodoxe géorgienne, puisqu'il en est le fondateur en Ibérie. Pour la faire courte, Varktang reprend le pouvoir des mains des nobles ibériques, s'allie aux Perses et va combattre des Indiens. Il en profite pour assassiner plein de gens chez les Perses, il part en exil, s'allie aux Romains et défait les armées perses. Il en profite aussi pour fonder Tbilissi, capitale de l'actuelle Géorgie. Il marie son fils Vatché II à une princesse perse, auquel il laisse le trône. Ce dernier rassemble des provinces géorgiennes par la diplomatie et le compromis et s'allie aux Byzantins. Il laisse le trône à son fils Bakour Ier, puis lui-même son fils à Pharamane V. Ce dernier ne peut compter sur l'aide des Byzantins, et il devient vassal des Perses contre la promesse d'épargner les églises. Lui-même laisse son trône à son neveu, Pharasmane VI, protecteur de nombreux saints syriens. Il laisse son trône à son neveu, Bakour III, qui construit de nombreuses églises. À sa mort, en 580,
Les Perses décident de démanteler le royaume sans rencontrer la moindre résistance des nobles locaux. Les descendants de Bakour se sont exilés dans d'autres régions de Géorgie. Ayant énormément perdu en termes matériels, la région se tournera vers la religion, se tournant vers l'église orthodoxe géorgienne. L'église qui à l'origine a été fondée par Saint André, qui avait pourtant trouvé portée close au royaume ibère. Nous laisserons ici l'histoire de ce royaume. Si l'on dézoome un peu, on se rend compte que ce schéma, cette histoire, n'est pas une exception. De nombreuses nations ont subsisté pendant des siècles en servant d'état tampon entre deux puissances, passant régulièrement sous la suzeraineté de l'un ou de l'autre. Certains de ces pays existent encore. On peut penser à l'Afghanistan, qui, ironiquement, existe toujours malgré que les puissances qui l'ont créé se sont retirées de la région. Mais nous ne nous étendrons pas plus sur ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai dû passer rapidement sur certains points pour raccourcir notre histoire et pour la garder intéressante. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, un like